Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je ne reste pas dans mon bureau pour cette émission. J'ai mon micro-cravate, ma veste. Je vous explique tout ça tout de suite. Allez, venez avec moi. Alors pourquoi je ne suis plus dans mon studio? C'est tout simple. Je vous présente une nouvelle émission qui s'appelle Sans Limite et qui va durer entre 10 et 30 minutes. Interviews, micro-trottoirs, explications et témoignages seront présents lors de cette émission dans laquelle je vous présenterai des sujets divers et variés tels que la maladie de Lyme qui est notre premier sujet aujourd'hui. Générique. Alors déjà on dit Lyme ou Lyme? Eh bien on dit Lyme. Désolé par avance pour ma prononciation des L. Je vous invite à consulter ma vidéo sur l'ankylosing pour en savoir plus sur mon problème verbal. Je pars à présent vers l'un des milieux naturels de l'Attique, la forêt. Pourquoi Lyme? Parce que les premiers cas ont été observés dans la ville de Lyme aux États-Unis, à 15 km du laboratoire Plum Island. C'est là qu'une hypothèse très sérieuse voit le jour. Et si la maladie de Lyme était en fait une arme biologique qui se serait évadée du laboratoire? Restez jusqu'au bout, je vous en parle un peu plus tard. La maladie de Lyme, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse appelée aussi borréliose de Lyme, transmise par une tique infectée et plus précisément de sa morsure, transmettant la bactérie Borrelia burgdorferi qui touche l'être humain et également les animaux. On appelle cela une zoonose. La maladie est multiviscérale, elle peut toucher divers organes et multisystémique, elle peut toucher divers systèmes, rien que ça. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, l'agence officielle américaine, aucune preuve scientifique crédible ne prouve qu'il existe d'autres modes de transmission, alors que certains spécialistes de la médecine, comme Luc Montagnier, pensent que cette maladie peut se transmettre par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant pendant la grossesse. La maladie de Lyme évolue sur 3 phases et peut se manifester seulement au bout de quelques mois, voire quelques années. La première phase pouvant passer relativement inaperçue, là est tout le problème puisque la maladie se soigne plus facilement si elle est détectée rapidement. Et vu qu'elle n'est pas diagnostiquée par les médecins et qu'en plus les tests pour la détecter ne sont pas fiables, les patients sont souvent mal pris en charge et peuvent même se retrouver en psychiatrie. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui encore, lorsque vous avez quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas répertorié dans la liste officielle des maladies existantes, vous êtes pris pour un fou. Attention, je généralise volontairement pour faire passer un message fort. Être envoyé en psychiatrie, peu importe la raison, ne fait pas de vous un fou. Et surtout en France, où le cas d'affection est encore considéré comme rare, avec 33 000 nouveaux cas officiellement connus par an. J'insiste sur le officiellement connu car c'est 10 fois plus. Les tests comme le test ELISA ne sont pas fiables et certains malades sont envoyés en psychiatrie car ils ont un test négatif alors qu'ils sont vraiment malades. Pour combler le tout, la maladie n'est pas à déclaration obligatoire en France et les médecins ne sont pas formés. Aux USA, la maladie de Lyme infecte 1 800 000 individus avec 300 000 nouveaux cas par an. Et elle touche plus de 80 nations à travers le monde avec un taux de contamination s'élevant à 15,5%, soit plus d'1 milliard de personnes infectées. Cela fait beaucoup de fous selon la politique française. Pour vous donner une comparaison qui parle à tout le monde, en 2009, elle a dépassé le VIH en incidence et elle est la 7e maladie la plus déclarée aux États-Unis. Elle continue à s'étendre partout dans le monde. Dans certains États américains, les tiques sont infectées à 100%, donc en cas de morsure, vous êtes sûr d'être contaminé. En France, c'est 30% et en Autriche, c'est 60%. Autrement dit, dans les zones tempérées à la fois humides et boisées. C'est une véritable pandémie. Malgré cela, la médecine française vit avec des œillères. Je me rends à présent dans un village pour interroger le docteur Isabelle Rossetti sur la maladie de Lyme afin de confirmer les faits que je viens de vous rapporter. Donc bonjour, je m'appelle Anthony Théron, je suis fondateur et vidéaste chez Antodidacte. Je suis ici pour vous interviewer sur la maladie de Lyme et avoir plus d'éléments à ma possession pour mieux la comprendre. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis le docteur Rossetti Isabelle, médecin généraliste installé depuis 3 ans à Moréas-las-Cilias et amené à voir des patients atteints de la maladie de Lyme depuis à peu près 1 an et demi.
D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer un micro-trottoir que j'ai effectué donc à Perpignan et je vais vous poser quelques questions sur celui-ci. Donc vous pouvez mettre lecture. Je vais à présent interroger des passants sur la maladie de Lyme afin d'observer leurs réactions et de savoir si cette maladie est connue des Français. Connaissez-vous la maladie de Lyme? Non, je connais pas la maladie là. Connaissez-vous la maladie de Lyme? Oui, j'en ai entendu parler. Connaissez-vous la maladie de Lyme? J'ai entendu parler qu'on peut l'attraper dans les champs, c'est ça, dans la nature en fait, c'est ça. Exactement, c'est une maladie, si vous faites morte par une tique, vous avez des chances d'attraper cette maladie. En fait, c'est une maladie transmise par une tique quand vous êtes mordu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, si je vous dis ça? Ça transfère, c'est-à-dire ça contamine. C'est une maladie qui ça contamine le corps ou c'est une maladie? En fait, si vous êtes mordu par une tique, vous avez de grandes chances d'être atteint de cette maladie. Ah d'accord. Ah, d'accord. Et si vous allez en forêt, vous vous promenez en forêt, souvent il y a des tiques et ça peut se donner par les animaux, par les humains. C'est une maladie, quand on se fait mordre par une tique, on peut se trouver dans un petit état grippal et pas forcément après, ça peut se déclarer quelques années après. Et c'est une maladie qui est souvent comparée au VIH, au sida. Ah d'accord. Ah. Qu'est-ce que vous connaissez sur cette maladie? Ça s'attrape en forêt ou dans les zones humides. C'est ça, oui. Et donc il faut porter des vêtements longs, soit des pantalons, soit des chemises à manches longues. Vous savez s'il existe des tests de dépistage? Je sais pas. Alors, rien n'existe, ça s'appelle le test ELISA, mais c'est un test qui est connu pour ne pas être fiable. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes sont malades et on leur dit qu'elles sont négatives, mais elles ont quand même la maladie de Lyme. On dit Lyme ou Lyme? Lyme. Ouais, en fait, donc, voilà, ça j'en ai entendu parler parce que là-bas c'est courant, c'est humide. En fait, on dit Lyme parce que ça vient de la ville de Lyme aux États-Unis. Et les premiers cas ont été observés dans cette ville, qui était située à 15 km d'un laboratoire où des expériences sur les tiques étaient effectuées. Et du coup, ça s'est transmis de cette manière-là. Il n'y a pas de remède, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de... Alors si c'est détecté rapidement après la morsure, 21 jours d'antibiotiques, d'antibiothérapie, et on peut devenir, le cas du patient peut être amélioré, guéri, voire devenir asymptomatique. Mais comme c'est très mal détecté en France, que les tests ne sont pas fiables, on a beaucoup de malades de Lyme qui sont à un stade chronique de la maladie et qui à part devenir asymptomatiques avec des traitements très lourds, ne peuvent pas vraiment être guéris. On peut en mourir. Ça peut aller jusque-là, oui. On peut en mourir sur le fait que si c'est pas détecté rapidement et si le patient est laissé en quelque sorte à l'abandon parce qu'on pense qu'il a un problème psychiatrique, certains patients, déjà certains sont poussés au suicide parce que ils sont pas reconnus et d'autres patients sont dans des états de douleur tellement intenses que ça peut aller jusqu'à la mort, oui. Je savais pas tout ça. Du coup, vous en saurez plus sur la maladie. Alors c'est très intéressant de connaître ça parce que pour moi c'est la première fois que j'entends ça. Alors c'est très intéressant, je suis très content de connaître ça. Donc quelle est votre réaction face à ce micro-trottoir? Qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, je trouve que le fait que... on voit trois réactions très différentes et la première, moi, me fait penser à ce que j'ai appris pendant mes études de médecine, donc il y a un peu plus de 15 ans, c'est que la maladie de Lyme, on nous a appris qu'elle n'existait qu'en bordure de forêt noire, donc dans l'est de la France, et que c'était très sporadique comme problème. Donc les médecins de ma génération, c'est ce qu'on a appris sur les bancs de la fac. Après, la situation a pas mal changé puisqu'on entend de plus en plus parler dans les médias. Maintenant, les médias sont pas le premier pôle d'information des médecins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les trois phases de la maladie? J'ai entendu parler de trois phases. Oui, classiquement décrit trois phases. La phase primaire, donc, qui correspond à l'érythème migrans, on a été mordu par une tique, elle a transmis des agents infectants et on développe un érythème migrant dans les
quelques heures à quelques jours qui suivent. Ça peut être dans les 2 mois qui suivent. Donc c'est une espèce de tache qui s'étend sur la peau. Et quand on a la chance d'avoir cette tache, qui n'étant ni douloureuse ni inflammatoire, n'est pas perçue par tout le monde, on va chez son médecin et là, on a des éléments, le médecin le reconnaît normalement sans difficulté que c'est une phase primaire de maladie de Lyme, phase où la sérologie de toute façon est reconnue comme n'étant d'aucune utilité. Mais il faut à ce moment-là faire un traitement antibiotique. Vous pouvez aussi avoir dans cette phase primaire des signes d'un état grippal, comme vous l'avez rapporté dans votre micro-trottoir. La phase secondaire, ça va être des signes qui vont atteindre plusieurs organes de manière un peu... au début de manière isolée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des signes de péricardite, vous pouvez avoir des signes d'arthrite, vous pouvez avoir des signes de problèmes de peau, et notamment le lymphocytome cutané bénin, qui est une espèce de verrue inflammatoire qui est caractéristique de la maladie de Lyme. Et là, ça devient déjà plus compliqué à détecter parce que la plupart des symptômes ne sont pas spécifiques de la pathologie. À ce stade-là, vous pouvez faire un test sérologique qui éventuellement reviendra positif. Et la phase tertiaire, c'est quand tout l'organisme est atteint et que vous avez des signes qui partent dans tous les sens. Donc vous avez aussi bien des maux de tête, des douleurs diffuses, chroniques, un état de fatigue intense. Et la phase tertiaire peut arriver très rapidement et pas seulement au bout de quelques années. Elle peut arriver au bout de quelques mois en fonction de l'état d'immunité dans lequel se trouvait le patient au moment où il a été mordu par une tique. Et j'ai également entendu parler de paralysie partielle. Paralysie faciale. Oui. Donc la paralysie faciale est un des signes de la phase primaire ou secondaire, qui est un signe de localisation et qui doit faire penser à la maladie de Lyme. Et c'est irréversible à un moment donné. Est-ce qu'on arrive à un stade où on ne peut plus vraiment guérir, où on peut juste être asymptomatique? Quand on est au stade de la phase tertiaire, quand on a des signes qui partent dans tous les sens, qui font qu'on se retrouve à avoir un avis en médecine interne, en rhumatologie, en dermatologie, en cardiologie, on est à un stade où les bactéries ont envahi tout l'organisme et ont perturbé le système immunitaire de manière très profonde. Donc, à ce stade, on ne peut pas certifier du tout et en général, on part sur l'idée qu'on n'en guérira pas. L'organisme les bactéries sont trop imbriquées avec le système immunitaire et séparer les deux devient presque mission impossible. Maintenant, on peut revenir, grâce à des traitements prolongés, à un stade beaucoup plus gérable de la pathologie et espérer revenir à une vie normale. En fait. Un confort de vie. Voilà, ouais. Mais au final, si c'est pris à temps, est-ce qu'on peut dire guérir au final? Est-ce qu'on peut vraiment guérir? Si vous êtes au stade tertiaire, au stade primaire ou au stade secondaire, on peut espérer guérir. Primaire, c'est sûr. Hein. C'est sûr, oui. Et j'ai beaucoup entendu le terme maladie imitatrice. Oui, la grande simulatrice. C'est-à-dire que au siècle dernier, on décrivait la syphilis comme la grande imitatrice. Et la syphilis fait partie de la famille des spirochètes, comme la borréliose, comme la leptospirose, comme l'Helicobacter pylori. Et ce sont la syphilis était une maladie qui était caractérisée par le fait qu'elle mimait plein de tableaux pathologiques différents. Et on retrouve la même chose avec la maladie de Lyme, où vous allez avoir des signes très aspécifiques, c'est-à-dire non spécifiques, mais qui vont pourrir le quotidien du patient. J'ai également entendu le terme infection froide, comme quoi elle pouvait se déclarer des années après la morsure. Alors, se déclarer des années après la morsure, c'est peut-être pas tout à fait exact, c'est-à-dire que souvent,
des signes passent, les gens ont des signes des signes pas forcément handicapants, pas forcément lourds qu'ils gèrent, et un jour ils sont rattrapés par toute la pathologie. C'était sur un accident, sur un moment où le système immunitaire est fragilisé. À ce moment-là, les agents pathogènes vont prendre le dessus, alors que jusque-là, vous traitiez, vous avez fait un accès de péricardite, bon, soit, vous avez de temps en temps des douleurs par-ci par-là, bon, et ça passe pas forcément pour des éléments qui disent que la maladie travaille, en fait. Voilà. Et du coup, comment s'en protéger de cette maladie? Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, je sais pas, aux personnes qui vont se balader en forêt, ou comment s'en protéger? Mais déjà, sans vouloir tomber dans la psychose, il faut savoir que depuis cet été, il y a un site signalémentique qui existe sur les réseaux sociaux. Et moi, je sais pas tout à fait les termes techniques, et qui permet de signaler si on a été mordu par une tique ou de prendre en photo, et qui incite à envoyer les tiques pour les faire analyser. Et déjà, on voit grâce à ce site que une grande partie des personnes qui ont été mordues l'ont été dans leur jardin. Donc, sans vouloir tomber dans la psychose, il faut savoir quand même que c'est pas seulement notamment quand on vit à la campagne, on peut se faire mordre par une tique dans son jardin. Donc, il faut apprendre à se regarder, c'est-à-dire quand on prend sa douche le soir, il faut apprendre à se regarder, à voir si on n'a rien d'anormal sur la peau. Il faut apprendre à regarder les enfants, notamment derrière les oreilles, dans le cuir chevelu, dans les plis. Évidemment, quand on va en forêt, il est recommandé de porter des vêtements plutôt longs, de porter des vêtements plutôt clairs, de manière à repérer plus facilement des insectes. Et éventuellement, maintenant, on peut aussi utiliser certains complexes d'huile essentielle à avaler comme répulsif. Voilà. En cas de morsure, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour retirer la tique, par exemple? Il faut avoir une pince à tique. Donc il faut avoir une pince à tique pour la retirer correctement. C'est une pince qui permet de tourner. En fait, on attrape la tique, et ça fait qu'on effectue un mouvement de torsion qui permet de retirer la tique en douceur et complètement. Donc il faut avoir une pince à tique quand on se promène et chez soi. Et est-ce qu'on peut envoyer la tique dans un laboratoire pour analyse, et est-ce que les résultats nous sont retournés? Je ne sais pas s'ils vous sont retournés. Je pense qu'ils vous sont retournés si vous le demandez, logiquement. Et à ma connaissance, on peut les envoyer à Marseille. C'est le centre qui analyse les tiques actuellement, les tiques envoyées sur des humains. Vous en avez parlé justement. Qu'est-ce que l'application signalémentique? C'est cette application qui est une démarche participative. Je ne sais plus le terme exact non plus, mais ce sont des études qu'on voit de plus en plus où on associe la population aux scientifiques pour faire de l'étude de terrain. Et donc ça permet déjà à la population de prendre conscience du risque et de participer, puisque on cherche à recenser les bactéries transmises par les tiques. Donc c'est beaucoup plus rentable que chaque personne mordue signale où, quand, comment, et ce sera une mine d'informations extraordinaire. Et donc tout le monde peut y aller. On peut télécharger l'application sur son smartphone, son iPod. J'ai pu obtenir un rendez-vous en visioconférence avec Viviane Scheller, une biologiste qui a fondé et dirigé le laboratoire d'analyse biologique Scheller de Strasbourg pendant 25 ans. Elle a également publié une œuvre intitulée « Maladie de Lyme, une épidémie qu'on vous cache ». Ses recherches sur les problèmes de dépistage de la maladie de Lyme ont été mal vues par le ministère de la Santé. Son laboratoire a été définitivement fermé et Viviane Scheller a été accusée d'escroquerie pour avoir utilisé systématiquement le test Western blot sur ses patients, plus fiable que le test ELISA. Elle va pouvoir nous en dire plus dès maintenant.
Et justement, pourquoi le test ELISA n'est pas fiable? Qu'est-ce qui fait que... Alors, le test ELISA, jusqu'en 2011, faisait appel à une variété de borrélie américaine, à savoir Borrelia burgdorferi, qui est majoritaire à 95% aux États-Unis et qui est minoritaire en Europe. Chez nous, elle a à peu près 15% de validité. Et donc, nos souches européennes sont beaucoup plus variées et surtout font appel à d'autres espèces de borrélie, essentiellement Garini, Afzeli, Spielmanni, Bavariensis et Burgdorferi accessoirement. Donc, si vous voulez, on faisait un test américain qui était censé trouver toutes les borrélies européennes, mais qui en réalité passait à côté de toutes celles qui sont majoritaires chez nous. D'accord, ouais, donc c'est en fait le test ELISA se base sur les souches américaines. Voilà, et donc on était dans l'erreur parce qu'on pensait que ça allait couvrir nos variétés de borrélie. En réalité, ça ne couvrait qu'une faible partie des borrélies de nos régions. Ouais, c'est pour ça que du coup le test Western blot également est plus fiable du coup. Le test Western blot justement fait appel à 5 variétés, celles qui sont les plus courantes dans nos régions, et à savoir les variétés que je viens de citer. D'accord, c'est pour ça que vous avez proposé de directement passer ce test aux patients. Ok. Voilà. Et pourquoi la maladie de Lyme n'est pas reconnue en France? Pourquoi elle est plus reconnue ailleurs qu'en France? Alors en France, depuis 30 ans, depuis que la maladie a été déclarée maladie nouvelle aux États-Unis dans le comté de Lyme, eh bien, on a pensé que c'était une maladie rare qui avait été découverte par les Américains, mais qui en réalité existait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis des milliers d'années. Et cette maladie n'était pas diagnostiquée en France et pas reconnue parce qu'elle recouvre tellement de symptômes différents qu'il était impossible, sans un diagnostic fiable, de dire que tous ces symptômes étaient dus à une bactérie bien précise, à savoir la Borrelia. D'accord. Donc, si vous voulez, on était dans le flou le plus complet. On n'avait absolument pas de moyen d'orienter le médecin vers une origine bactérienne, à savoir la Borrelia, pour tous les symptômes, il y en a à peu près 800, qui étaient dus à cette maladie. On sait bien que la maladie de Lyme est une grande imitatrice et que elle peut avoir tous les aspects possibles, mais si on n'a pas un diagnostic fiable à partir d'une sérologie qui permet au médecin de faire une corrélation entre la clinique et le diagnostic biologique, eh bien, c'est impossible de donner un nom à cette maladie. D'accord. Vous avez également publié un livre, si j'ai bien compris. C'est un livre par rapport à Lyme, du coup. Qu'est-ce que... Oui, alors c'est un livre qui s'appelle Maladie de Lyme, l'épidémie qu'on vous cache. Bon, comme on venait de fermer mon laboratoire en mai 2012 brutalement, vous imaginez bien que par rapport à ce que j'avais fait et par rapport à l'enthousiasme que j'avais d'avoir mis un protocole qui semblait être très bénéfique pour les malades, eh bien j'étais traumatisée et révoltée à la fois par cette sanction qui était tout à fait injustifiée et j'avais besoin de m'exprimer. Donc je me suis exprimée à travers un livre qui a été diffusé, qui a été lu par quelques milliers de personnes et je dois dire que ça a permis effectivement de propager un petit peu l'information, surtout que, ma foi, au niveau officiel, le Centre national de référence des Borrelia de Strasbourg, on en revient toujours à lui, qui a pour mission d'informer et d'orienter les professionnels de santé en matière de diagnostic et de traitement, et qui a donc la responsabilité de cette maladie de Lyme en France, continue à nier que ce n'est pas une maladie rare, mais que c'est une maladie en pleine expansion, continue à nier que les diagnostics de dépistage ELISA sont insuffisants. Eux prétendent qu'ils sont fiables à 90%, ce qui est la norme minimum pour pouvoir les mettre sur le marché. Or, les médecins de terrain ont constaté que ce dépistage n'est fiable qu'à 20%. Donc, ça veut dire qu'on passe dans 80% des cas à côté du diagnostic de la maladie de Lyme. Et d'autre part, ils continuent à dire qu'un traitement aux antibiotiques de 3 semaines est suffisant et qu'après, il n'y a plus de borrélie dans l'organisme. Ce qui est absolument prouvé, le contraire a été prouvé par les Américains, dans la mesure où un traitement antibiotique va effectivement éradiquer une partie des bactéries, mais va aussi provoquer des enquistements
donc des résistances des bactéries, des borrélies, qui vont, une fois que l'antibiothérapie est terminée, se désenquister et recommencer à agir de façon pathogène. Bon, ben voilà, terminé. Entretien terminé avec Viviane Scheller. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'informations. C'est une femme qui est engagée sur ce combat, qui est révoltée et qui veut trouver une solution pour les malades de Lyme. Elle est en cours de procès depuis 5 ans, hein, vous l'avez entendu tout comme moi. Donc voilà, les responsables sont clairement le centre, je sais plus comment ça s'appelle, oui, le centre de référence des Borrelia est le principal responsable, car ils n'ont pas écouté les lanceurs d'alerte, ils n'ont pas entendu les malades, ils n'ont pas entendu les associations, et ils considèrent toujours cette maladie comme rare alors que c'est une pandémie. Certains patients sont poussés au suicide au vu de l'incompréhension totale de cette maladie en France. Les différentes phases de la maladie peuvent se déclencher suite à un affaiblissement du système immunitaire du patient suite à différents événements. Voici le témoignage de Geneviève, mère d'un enfant atteint de cette maladie. Alors, du coup je me présente, je m'appelle Anthony Théron. Je suis ici pour vous interviewer sur la maladie de Lyme, sur comment vous l'avez vécu. Si j'ai bien compris, c'est votre fils qui a été mordu quand il était petit. Oui, quand il avait 10 ans. D'accord. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez appris que c'était la maladie de Lyme? Ça s'est passé, il était en vacances avec nous à la montagne et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il est redescendu à la mer, 15 jours chez sa grand-mère, et quand on est venu le chercher, dans le dos, il avait une grande auréole rosée avec un cercle rose au milieu. Et j'ai compris, comme j'en avais un petit peu vu déjà en photo ou en recherche, même en info, hein, des fois on les voyait, j'ai dit ça, il a dû se faire piquer par une tique. Donc comme on remontait à la salle de tas, on est allé voir le médecin là-haut, à la montagne, et tout de suite il m'a dit c'est une piqûre de tique, on va le mettre tout de suite sous antibiotiques. Donc il a mis 3 semaines sous pénicilline à l'époque. Il avait 10 ans, oui, donc il y a 17 ans. Et il a fait une prise de sang, et bon, il m'a dit il y a la maladie de Lyme. Après, ce qu'il nous a conseillé, c'est de toujours dire qu'il avait la maladie de Lyme quand il était en soins ou quand il avait un problème quelconque. D'accord. Et ça a été de suite reconnu, il n'y a pas eu la case... Rien du tout, mais d'autant plus que, bon, lui, il nous a dit simplement ça, il a fait des antibiotiques et on s'est arrêté là. Et par contre, par la suite, il a eu beaucoup de problèmes d'articulation au genou et autres. Et quand on a signalé qu'il avait la maladie de Lyme, on n'en a jamais tenu compte. Personne n'a jamais tenu compte. D'accord, ils n'ont pas... jamais. Le traitement des antibiotiques n'a pas arrangé les problèmes qu'il avait déjà. Eh bien, il n'avait jamais eu mal au genou. Il a eu mal au genou à partir de 14 ans, peut-être 4 ans après. Et puis après, ça a été le dos, donc il a un problème articulaire. Et apparemment, il est tombé sur un médecin qui l'a pris en main et qui a dit bon, on va reprendre tout à zéro, on va déjà commencer par un scanner du dos, voir quand même les dégâts qu'il y a. Mais il dit que c'est pas à prendre à la légère. Ouais. Oui, d'un côté, il y a les médecins qui prennent bien en compte qu'il y a la maladie de Lyme, et de l'autre, il y a les médecins qui n'en tiennent pas le compte. Généraliste, jamais. Hein. Il pensait que c'était pas crédible. Oui, jamais. Que là, c'est un généraliste sur Montpellier, mais maintenant, il a 27 ans, quoi. Donc, et là, comme il vient de se refaire piquer, il est allé tout de suite voir un médecin en disant bon, j'ai la maladie de Lyme. Il a dit mais ça n'a pas. Il faut quand même considérer que voilà, il a recommencé un traitement antibiotique. Il est en ce moment sous 3 semaines d'antibiotiques et on verra bien. Donc là, il a un scanner derrière à faire et puis il y a eu prise de sang et là il est pris en compte. D'accord. Et au niveau des tests de dépistage, il a passé le test ELISA Rien du tout. Non, rien du tout. Là, il attend le scanner, le généraliste, et je crois qu'il le passe lundi prochain. Ouais, lundi prochain. Il vient, il le fait à Montpellier, et à partir de là, il va mettre en place quand même quelque chose pour approfondir tous ces problèmes articulaires. Le fait qu'il prenne des antibiotiques, est-ce que ça va le guérir ou est-ce que ça va juste le rendre asymptomatique? Est-ce que les symptômes vont disparaître ou est-ce que c'est une guérison? Les antibiotiques, normalement, la première fois qu'il en a pris,
le médecin généraliste de la Salvetat nous avait dit, je lui donne une forte dose d'antibiotiques, ça évitera trop de problèmes. C'est tout ce qu'on a eu à l'époque. Bon, on n'était pas trop informés là-dessus. Et par contre, là, le nouveau médecin qu'il a à Montpellier lui a dit, même si tu as déjà eu, que tu as été contaminé et tout, je te mets quand même 3 semaines sous antibiotiques et ça évitera quand même une propagation et bon, des complications. Maintenant, il fait quand même des examens en amont. Et au niveau des problèmes qu'il avait eu des problèmes articulaires et à part ça, il y a eu d'autres Non, soucis. lui, il a que des problèmes articulaires. D'accord. Et des douleurs, on le voit, il a mal au genou, il a du mal à s'asseoir. S'il reste à l'amphi trop longtemps, il peut pas rester. Les épaules, il a vraiment des problèmes articulaires. Ouais. Alors qu'il est sportif et il peut plus courir parce que les genoux lui font trop mal. Le vélo, oui, encore, mais il peut plus courir et rester assis longtemps dans une position stable pendant 4 heures à l'amphi, c'est pas possible. J'ai même entendu dire que certains patients étaient envoyés en psychiatrie par rapport à la maladie de Lyme. Ça, je l'ai vu, oui. Ouais, ça, j'ai vu ça. Ils n'étaient pas reconnus, en fait. Ouais. Ça, j'ai vu ça, ouais. Bon, lui, il en est pas là. Quoique. C'est les patients qui sont envoyés en psychiatrie, en fait, ils sont pas reconnus, du coup. Ouais, c'est vrai. Parce que les tests sont pas fiables. Il y a le test ELISA et le test Western Blot qui est un peu plus fiable. Mais les patients qui passent le test ELISA et qui reviennent négatifs ne peuvent pas passer le test Western Blot. D'accord. Du coup, certains ont la maladie de Lyme parce que le test n'est pas fiable malgré qu'ils reviennent négatifs. Et sont envoyés en psychiatrie alors qu'ils ont la maladie. Alors qu'ils sont vraiment malades. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou... Non, moi, pour mon vécu, c'est vrai que je pense que c'est quand même une maladie qui peut vraiment détruire pas la vie, mais bon, le confort des gens. Parce que je vois que lui, dans certains domaines, c'est vrai qu'il se prive de trucs parce qu'il sait que derrière, ça va pas suivre. Ouais. Et d'autant plus que certains médecins... Voilà, d'autant plus qu'il n'a pas été pris au sérieux depuis des années, quoi. Ouais. Autant si la maladie était vraiment prise au sérieux, il y aurait peut-être les traitements adaptés déjà. Plus adaptés, et le confort derrière serait... Et puis en même temps, une sécurité parce que vous arrivez chez le médecin, vous dites que vous avez mal quelque part et on vous dit non, mais vous rêvez, il n'y a rien, il n'y a pas de rhumatisme. Donc il a toujours eu un doute là-dessus. Il a dit est-ce que vraiment j'ai mal et c'est pas comme on l'a toujours. Voilà. Il y a ce côté aussi de dire oui, c'est vrai, tu as mal, on peut te soigner ou on le prend en compte et voilà. Rien que ça déjà, moralement, ça peut apporter, mais là voilà, de pas être entendu, voilà. Et je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir faire évoluer la mentalité de certains médecins. Je vous remercie. Mais avec plaisir. Après tout ce que je viens de vous dire, vous vous sentez sûrement dépassé, paniqué, ou peut-être vous dites-vous que cela n'arrive qu'aux autres et que c'est encore un reportage pour faire peur. Peu importe ce que vous pensez, si vous souhaitez aider, vous renseigner ou en parler, sachez qu'il existe des associations comme Lyme sans frontières ou le droit de guérir, auxquelles vous pouvez adhérer gratuitement ou en faisant un don. Mathias Sakos, le président de l'association Le Droit de Guérir, est lui aussi atteint de la maladie de Lyme et a entrepris une grève de la faim l'année dernière. Tout est en description. La Boeria burgdorferi, une arme biologique évadée de Plum Island. Vous avez bien entendu, c'est en 1975 que les premiers cas ont été observés dans la ville de Lyme aux États-Unis, située à quelques kilomètres du laboratoire de gouvernement américain à Plum Island, un soi-disant centre de recherche sur les maladies bénignes des animaux d'élevage. Sauf qu'il s'agit en fait d'un centre de recherche d'armes biologiques menant des expériences basées sur la contamination de mouches, de moustiques et de tiques avec des germes biologiques. Le gouvernement américain a été obligé de l'admettre en 1993. De plus, ces études ont été confiées à Eric Traub, un ex-collaborateur d'Hitler, transféré aux États-Unis avec des milliers de scientifiques nazis afin de continuer leur expérience. Vous voyez le genre de film où les nazis font des expériences bizarres afin de créer des monstres? Eh bien là c'est pareil. La bactérie Boeria burgdorferi était l'agent de guerre idéal et a permis d'échapper à beaucoup de tests de routine comme le test ELISA. Elle est capable également d'imiter d'autres maladies et est très difficile à diagnostiquer et à soigner. La suite
vous la connaissez, les insectes ont contaminé les humains et les animaux de la région et les premiers cas ont été observés aux États-Unis. C'est à ce moment-là que je me questionne sur l'aventure que je viens de vivre, sur la non-reconnaissance et l'errance médicale que vivent beaucoup trop de malades de Lyme. Je me pose là, sur ce banc, après vous avoir raconté leur histoire. Quasiment toutes les infos que je vous ai citées ont été reprises du site maladie-lyme-traitement-au-pluriel.com. Je vous invite vraiment à aller le voir, il est top et très complet. Je vous mets également toutes les sources que j'ai utilisées en description et aussi de nombreuses vidéos traitant du sujet avec des témoignages extrêmement intéressants. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à la partager pour apporter votre soutien et à participer au débat ou à apporter votre témoignage sur la maladie de Lyme en commentaire. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.